Bonjour à tous, petite vidéo dans la série Apprendre à investir. J'ai trouvé une utilisation de ChatGPT qui permet de progresser sur le chemin pour devenir un meilleur investisseur. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Avant, je dois poser un petit peu de contexte. Alors d'abord, vous le savez, la manière dont j'investis, c'est une manière qui est assez sécure. Vous voyez, donc ça c'est le portefeuille sur lequel je mets le principal de mon argent, mon portefeuille de Giro, enfin de l'argent que j'investis en bourse, j'entends. Et donc vous voyez que c'est un mix d'entreprises qui sont pas des paris. Apple c'est pas un pari, Realty Income c'est pas un pari, Microsoft c'est pas un pari, Total c'est pas un pari. Après on vient dans des choses qui sont un petit peu plus osées, notamment en termes de rendement, mais je pense que je fais pas n'importe quoi en faisant ça. Et sinon le reste de mon portefeuille ce sont des ETF. Donc vous voyez que j'investis pas mal dans les ETF, et donc ça c'est une manière effectivement de se diversifier d'une manière qui est quand même assez sécure. Et voilà, d'un côté donc là je sécurise, donc je sécurise avec des belles grosses entreprises et en étant très diversifié avec les ETF, mais j'ai aussi l'ambition d'apprendre à investir, de devenir un meilleur investisseur, et ça c'est la petite expérience que je mène sur eToro. Donc vous savez que j'ai un portefeuille très concentré sur cette plateforme, avec seulement 5 entreprises, 2 entreprises qui sont là pour la croissance, une entreprise qui est là parce que je parie sur un retournement, une entreprise qui est là pour apporter de la stabilité à mon portefeuille, et une entreprise qui est là pour apporter du rendement. Et donc avec ce portefeuille hyper concentré, mon objectif c'est de battre le SP500, et si on veut battre le SP500, eh bien il faut devenir un meilleur investisseur, et pas n'importe quel type d'investisseur. Il y a un style d'investissement qui surpasse le SP500 et qui surpasse les autres styles d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'investissement qualité. Et donc si vous tapez Quality Investing, vous allez trouver des choses là-dessus. Et donc en gros, parmi les investisseurs, vous allez en avoir qui vont viser la croissance. Donc la croissance, c'est on chope des entreprises qui ont eu une grosse croissance ces dernières années et qui sont pas forcément rentables, mais on imagine qu'un jour elles seront super rentables, et vu les ventes qu'elles font actuellement, un jour ça va cartonner. Donc on va aller dans la techno rentable, on va aller dans les petits paris, etc. pour choper ces entreprises de croissance. Donc c'est une stratégie qui demande d'être un petit peu formée. C'est une stratégie qui demande de faire des paris, mais des paris qui sont raisonnés. Vous avez également l'approche qui s'appelle value. Donc value investing, c'est vous essayez d'acheter des entreprises pas chères. Et donc le rêve de l'investisseur value, c'est de trouver une entreprise de qualité qui est sous-payée parce qu'elle est un petit peu mal jugée par le marché, mais on espère qu'au bout d'un moment, le marché va revoir son jugement. Et puis finalement, vous avez l'approche qu'on appelle qualité. Et là, le focus, c'est pas tellement sur choper une entreprise pas chère. Le focus, c'est choper à un prix raisonnable une entreprise exceptionnelle. Et donc, les indicateurs qu'on va regarder, c'est des choses du type les marges. Est-ce que l'entreprise est capable de faire des marges? Et on va regarder également la qualité du management. Et une des manières de mesurer la qualité du management, c'est les ratios comme le return on equity, vous voyez? Donc, à savoir la capacité des gens qui dirigent l'entreprise à générer de l'argent à partir du capital qui leur a été confié. Et donc vous voyez, quand on commence à rentrer dans ce genre de termes, tout de suite il y a des choses qui deviennent un petit peu compliquées, et c'est là que ChatGPT peut nous aider. Et je vais vous montrer comment faire ça. Alors avant cela, je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, mon courtier de Giro c'est un bon moyen de le faire. C'est en tout cas mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant mon lien affilié, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, et ça veut dire que quand vous allez commencer à construire vos positions, les petits frais de courtage que vous allez payer vous seront remboursés à la fin du mois à hauteur de 100 €. Alors, ceci étant posé, on va maintenant regarder le rôle que peut jouer ChatGPT dans notre capacité à devenir de meilleurs investisseurs. Alors, si vous voulez, moi j'ai essayé plusieurs manières de me former à la finance avec ChatGPT en lui disant vas-y, définis-moi ça, et en fait, ça devient à peu près aussi pénible que quand vous regardez les ratios financiers sur des sites de finance, par exemple Cinzo de bourse. En fait, vous voyez les trucs, c'est défini, mais à chaque fois vous avez des termes que vous comprenez pas, c'est un petit peu obscur, et donc il y a une manière dont j'arrive à comprendre de mieux en mieux les différents types d'indicateurs et de ratios financiers, c'est de lui demander de nous expliquer les trucs en nous mettant en situation. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ce que je lui demande, c'est de m'expliquer ce qu'est le chiffre d'affaires d'une entreprise, mais en prenant l'exemple d'un marchand de bonbons. Et là on va arriver sur des choses qui sont tout de suite beaucoup plus intéressantes. Alors je vous dis ce qu'il me raconte. Le chiffre d'affaires d'une entreprise est le montant des ventes réalisées sur une période donnée, généralement un an. Il représente le revenu généré par l'activité principale de l'entreprise avant la déduction des coûts et des dépenses. Prenons l'exemple d'un marchand de bonbons. Supposons que ce marchand vend différents types de bonbons,
tels que des sucettes, des bonbons gélifiés et des chocolats, le chiffre d'affaires de cette entreprise correspondrait au montant des ventes de bonbons réalisées sur une période spécifique, par exemple une année. Pour calculer le chiffre d'affaires, le marchand de bonbons doit prendre en compte le prix de vente unitaire de chaque type de bonbon multiplié par la quantité vendue de chaque produit, par exemple s'il vend 100 sucettes à 1 euro l'unité, etc. Donc il vous explique ce que c'est le chiffre d'affaires, et là on est sur des trucs qui sont assez simples si vous voulez, parce qu'en général on n'a pas trop de problème à comprendre ce qu'est le chiffre d'affaires. Et donc moi le chiffre d'affaires c'est une des données que je prends en compte, parce qu'un chiffre d'affaires croissant d'une année à l'autre, ça veut dire que l'entreprise est capable de faire pas mal de ventes, ça veut dire que c'est une entreprise qui est capable de gagner des parts de marché et qui ne se laisse pas manger par ses concurrents. Par contre, si je vous demande de m'expliquer quelle est la différence entre le chiffre d'affaires et le free cash flow, qui est pourtant un critère qui est essentiel pour comprendre si l'entreprise est bien gérée, donc vu que le free cash flow c'est quelque chose qui est un petit peu moins intuitif, on va lui demander, on va lui dire, en prenant le même exemple, explique-moi ce qu'est le free cash flow. Donc il commence par nous donner la définition. Le free cash flow ou flux de trésorerie disponible en français est un indicateur financier qui mesure la capacité d'une entreprise à générer des liquidités disponibles après avoir pris en compte les dépenses nécessaires à son fonctionnement et à sa croissance. Le free cash flow est un outil important pour évaluer la santé financière et la performance d'une entreprise. Donc là, vous avez la définition, mais c'est pas forcément très parlant. Et donc, c'est pour ça que c'est chouette le cas du marchand de bonbons. Dans le cas du marchand de bonbons, supposons que son bénéfice annuel soit de 10 000 euros. Il n'y a pas d'amortissement ou de dépréciation à prendre en compte dans cet exemple. Ensuite, supposons que le marchand de bonbons ait investi 2 000 euros dans l'achat de nouvelles vitrines réfrigérées pour exposer ses bonbons. De plus, le marchand a augmenté son stock de bonbons de 500 euros par rapport à l'année précédente. Dans ce cas, le free cash flow est calculé comme suit: le bénéfice net moins les investissements en immobilisation moins les variations du fonds de roulement, et donc comme ça on commence à se représenter un petit peu à quoi ça ressemble. Et on peut pousser le truc assez loin, parce que vous voyez, si je vous dis comme ça que c'est possible que vous ayez une entreprise dont le chiffre d'affaires baisse d'année en année, mais pourtant ça reste une entreprise qui est intéressante parce que dans le même temps elle est capable d'augmenter son free cash flow, ça c'est un petit peu difficile, ça peut être difficile au début de se représenter cette situation, et on peut lui demander de nous raconter ça. On peut lui dire, en gardant le même exemple, raconte-nous ce que pourrait faire le marchand pour avoir à la fois un chiffre d'affaires qui baisse et un free cash flow qui augmente. Voilà, et là il va vous raconter cette histoire. Il est possible pour un marchand de bonbons de connaître une baisse de son chiffre d'affaires tout en enregistrant une augmentation de son free cash flow. Cela peut se produire dans certaines situations spécifiques. Voilà un scénario possible. Supposons que le marchand de bonbons décide de mettre en place des mesures visant à optimiser ses opérations et à réduire les coûts. Il adopte des mesures d'efficacité telles que l'optimisation des processus d'approvisionnement, la réduction de frais généraux et la gestion plus stricte des stocks. Ces mesures lui permettent de réduire ses dépenses d'exploitation sans affecter de manière significative la qualité de ses produits ou de son service. En conséquence, même si le chiffre d'affaires diminue, le marchand réussit à améliorer sa rentabilité en réduisant ses coûts. Donc c'est comme ça que vous allez commencer à comprendre pourquoi un indicateur pris de façon isolée, ça vous dit pas grand chose sur comment se porte une entreprise, mais il faut pas hésiter à le lancer sur des choses qui permettent vraiment d'incarner ça. Donc par exemple, raconte-moi ce que pourrait faire le marchand de bonbons pour augmenter son ROE, raconte-moi ce qui pourrait mal se passer et qui conduirait à une baisse du ROE, et c'est comme ça que vous pouvez arriver jusqu'au mécanisme finalement, parce que quand on regarde un bilan financier, ça peut être un petit peu abstrait et vous pouvez rendre ça concret, et il faut pas non plus hésiter à lui dire ok, maintenant je veux que tu m'expliques ça comme un enfant de 5 ans, bien sûr je vais t'expliquer comment le marchand de bonbons peut essayer d'obtenir plus d'argent en utilisant des idées simples, vendre plus de bonbons, économiser de l'argent, faire attention à l'argent qu'il dépense. Vous pouvez comme ça lancer le chat GPT pour l'inviter à rendre de plus en plus concret ces concepts financiers qui peuvent au premier abord apparaître un petit peu abstraits. Et donc l'idée, je pense qu'une bonne manière de fonctionner, c'est de faire un va-et-vient entre des sites sérieux, si vous voulez, où vous savez que vous allez avoir une information de qualité, et ChatGPT qui va vous permettre de rendre ça un petit peu plus concret. Bien, et maintenant je vais faire mes investissements du jour. Je vais acheter un morceau de cette propriété sur la plateforme Realty. Donc c'est la dernière propriété qui est disponible sur le marché. Celle-là est maintenant sold out. Celle-là, c'est pas une propriété que vous pouvez acheter directement, c'est une propriété dans laquelle vos loyers sont réinvestis si vous optez pour ça. Donc moi j'opte pour ça, mes loyers m'achètent toutes les semaines des morceaux de cette propriété, donc c'est comme ça qu'on a un bel effet cumulé, et là je vais acheter une part de ça, et rendez-vous compte, à partir de 50 balles, vous devenez propriétaire d'une partie de ces logements. Vous avez plein de locataires qui sont à l'intérieur, donc vous avez quand même une assez bonne sécurité en termes de régularité à laquelle vous allez recevoir les loyers. En vrai, j'ai pas encore eu de vacances locatives là sur tout mon portefeuille Realty, mais c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui arrive, mais quand vous avez des grosses propriétés comme ça, l'impact est minime, vous le sentez même pas en fait. Et vous avez un rendement de 9,80%, et franchement je trouve que c'est super, d'autant plus qu'on reçoit les loyers tous les lundis, donc j'ajoute une partie de
une partie de cette propriété, c'est parti. Alors la seule chose dont il faut avoir conscience quand on investit là-dedans, c'est que vous voyez, vous avez une date de début de versement des loyers, c'est le 1er juillet, là on est début juin, et moi quand j'investis, je veux voir les ronds qui arrivent tout de suite. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire un tour sur le marché secondaire, et sur le marché secondaire, je vais acheter un morceau de ça, donc la propriété qui s'appelle Market, après je vous montrerai dans mon portefeuille à quoi elle ressemble. Ça c'est un petit peu pour diversifier, vous voyez, le rendement est pas super, vous voyez, c'est un rendement de 8,80, mais c'est un beau bâtiment et c'est à Chicago, donc ça permet de se diversifier un petit peu de Détroit. Ça se rapproche là, le moment où Realty va passer à l'international, ils en parlent de plus en plus dans les community calls. Oui, parce que si vous vous demandez ce que c'est que Realty, est-ce que ce serait pas peut-être un Ponzi, etc., il y a encore des gens qui posent ce genre de questions. Tapez sur YouTube Realty, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Realty et demandez-leur directement si c'est un Ponzi. Vous allez voir. Mais donc tout ça pour vous dire que les fondateurs et l'équipe de développement font toutes les semaines ce qu'ils appellent un community call. Un coup c'est en anglais parce qu'ils ont leur communauté anglophone, un coup c'est en français, et ils répondent à toutes vos questions, ils vous expliquent où ils en sont, dans quoi ils vont se développer, où ils en sont de leur projet de se développer en Europe, où ils en sont de leur projet de se développer en Amérique latine, et puis toute la gestion courante, dans quelle propriété il va falloir faire des travaux, quelles prochaines propriétés vont arriver sur la marketplace, etc. Donc vous pouvez leur poser directement toutes vos questions, et je trouve que c'est un des trucs cool avec ce genre d'entreprise, c'est que vous êtes directement au contact des fondateurs et que vous avez donc le sentiment de participer à une aventure entrepreneuriale, et en fait c'est pas le sentiment, vous participez au développement d'une belle boîte, parce que si vous voulez, au-delà du fait que Realty ça rapporte ça rapporte un max, je trouve que la philosophie derrière est aussi super intéressante, parce que qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est que notamment à Détroit, ce qu'ils font c'est qu'ils interviennent sur un marché qui avait été un petit peu sinistré, ils commencent à prendre la gestion de tout un tas de bâtiments, et du coup les bâtiments sont mieux entretenus, et comme ils investissent par cercle concentrique, ils retapent au fur et à mesure tout un tas de quartiers. Et vous savez, il y a des gens, alors on entend beaucoup ce genre de discours que je trouve assez répugnant d'ailleurs, qui consiste à dire ouais, les propriétaires c'est des parasites et je sais pas quoi, etc. Non, le propriétaire il est là pour entretenir les bâtiments. Si t'as pas de propriétaire, si t'as pas de gens qui investissent comme j'investis par exemple avec Realty, vous avez tout un tas de parcs immobiliers qui finissent à l'abandon. C'est à ça que ça sert. On n'est pas seulement là pour récolter des loyers à des pauvres gens, etc. On est là pour permettre à des gens d'avoir un toit, parce que notre argent permet d'entretenir les logements. C'est aussi simple que ça. Mais bref, on n'est pas là pour faire de la politique, donc là vous voyez mon portefeuille, donc j'ai renforcé ma position dans cette propriété. Là le token n'est pas encore arrivé, parce que quand on achète comme ça sur la marketplace, il y a le temps de signer le contrat, et donc ensuite les tokens arrivent dans les heures, quoi. Ça met pas beaucoup de temps. Et sinon j'ai également renforcé ma position dans ce bâtiment, le bâtiment Market à Chicago, et donc vous voyez que c'est un beau bâtiment. C'est un bâtiment qui est loué, c'est un bâtiment qui est entretenu, et c'est un bâtiment qui me permet d'augmenter les revenus que je perçois toutes les semaines. Et donc là, en attendant l'arrivée du token que j'ai acheté sur la marketplace principale, j'en suis à 1,48$ par jour, à plus de 10$ par semaine, à près de 45$ par mois, et à près de 540$ par an. Et mon objectif, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à 100$ par mois d'ici à la fin de l'année. Et vous allez voir, de toute façon, je vais partager cette aventure avec vous. Vous allez voir la vitesse à laquelle on peut se dégager une ligne de revenus supplémentaires grâce à l'investissement chez Realty. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec Realty, profitez-en, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a une propriété qui reste comme ça sur la marketplace. Je pense que ça vaut la peine de profiter de cette propriété pour se lancer. Eh bien vous avez mon lien affilié dans la description de cette vidéo, et quand vous suivez ce lien, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne, et donc ça c'est quand même très cool. Et bien voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.